Donc nous allons, dans un premier temps, avoir une cérémonie sobre, une cérémonie d'ouverture, présidée par le président de l'Académie nationale des sciences et techniques du Sénégal, Dr Mokhtar Touré, entouré des vice-présidents de l'Académie. Donc je voudrais d'abord souligner la présence des représentants des universités, souligner la présence des partenaires, notamment l'Association sénégalaise des chercheurs en informatique, mais aussi des participants, en tout cas des communicants. Donc, comme vous le savez, c'est un colloque, on avait un appel à la communication et nous avons reçu plusieurs propositions. Donc, un comité scientifique avait été mis en place pour examiner les demandes, les communications, et donc nous avons un programme composé de 2 conférences inaugurales. Ensuite, nous aurons 13 communications réparties en différentes sessions entre aujourd'hui et demain. Et nous avons 4 démonstrations. Parce que nous avons aussi voulu mettre l'accent sur les applications et les innovations qui sont réalisées par nos jeunes chercheurs. Donc, je voudrais tout de suite vous inviter à écouter l'allocution d'ouverture du président de l'Académie, Dr Mokhtar Touré. Ensuite, nous aurons une conférence inaugurale qui sera donnée par Dr Mohamed Tidiane Seck, que vous connaissez certainement tous, premier directeur général de l'Agence de l'informatique de l'État, maître de conférence en informatique à la retraite de l'université Cheikh Anta Diop, donc à l'ESP. Et donc ensuite, on aura une pause santé avant de continuer avec la deuxième conférence inaugurale qui sera donnée par le docteur Seydou Nourou Silla de l'université Aliou Diop de Bambey. Voilà, donc sans plus tarder, je vais donner la parole au docteur Mokhtar Touré pour l'allocution d'ouverture. Mesdames et messieurs, bonjour. C'est avec une immense fierté et une profonde gratitude que je m'adresse à vous ce matin pour vous exprimer notre satisfaction de vous compter parmi nous aujourd'hui à l'occasion de la cérémonie officielle de la première édition du colloque sur le numérique autour du thème innovation et application. Mesdames et messieurs, distingués invités, depuis longtemps, la question du numérique est apparue comme un sujet de préoccupation majeure pour les plus hautes autorités du pays, qui considèrent à juste titre que l'économie numérique offre une formidable opportunité pour la création d'emplois et pour servir de puissant levier pour la croissance économique du pays. Pour rappel, le premier grand axe stratégique sur lequel se fonde l'agenda national de transformation Vision 2050 consiste à asseoir une économie compétitive à travers un cadre macroéconomique assaini et stable, l'émergence d'une société numérique et des filières compétitives, de même que le développement de pôles économiques viables et un cadre des affaires attractif. Par ailleurs, l'un des objectifs du gouvernement est de faire un pas important vers la digitalisation de l'administration publique. Le lancement officiel prévu ce lundi 24 février par son Excellence, Monsieur le Président de la République, de la stratégie numérique New Deal Technologie marquera une étape supplémentaire importante dans la prise en charge du numérique dans la mise en œuvre des politiques publiques. C'est pourquoi notre Académie
sous la houlette de sa section dédiée aux sciences fondamentales appliquées et à l'innovation, est engagé à donner corps à cette vision du chef de l'État et à mettre en œuvre toutes les mesures idoines pour favoriser en particulier l'épanouissement des jeunes. Dans le domaine du numérique, l'Académie compte en particulier multiplier des initiatives pour l'encadrement et l'accompagnement des jeunes, mais aussi et surtout pour l'accompagnement des chercheurs dans différentes thématiques d'actualité. L'organisation de ce colloque, qui est en sa première édition, entre dans ce cadre. Je vous rappelle que les objectifs visés par ce colloque sont d'abord de servir de forum aux chercheurs du monde universitaire, du secteur des TIC et de tous les acteurs du développement pour débattre des avancées récentes et des sujets de pointe dans le domaine de l'informatique et de ses applications. Également, d'échanger des idées, de proposer des solutions, de discuter des défis auxquels fait face le domaine de la recherche, le monde de la recherche, et de partager des expériences entre chercheurs, professionnels et acteurs du développement. Et enfin, de faire des recommandations concrètes sur l'usage du numérique dans le cadre de la mise en œuvre des politiques publiques, notamment la digitalisation de l'administration sénégalaise. Cette première édition sur l'intelligence artificielle et l'apprentissage automatique d'une part, et l'Internet des objets et la cybersécurité d'autre part, ont été identifiés comme des sous-thèmes majeurs. Un accent particulier a été mis sur les outils d'intelligence artificielle pour encourager les jeunes chercheurs, notamment étudiants de master et doctorants, à partager leurs innovations. Mesdames et messieurs, distingués invités, permettez-moi de féliciter les auteurs dont les soumissions ont été acceptées pour être présentés durant ce colloque. La richesse de vos contributions ainsi que leur diversité sont une preuve du dynamisme de nos laboratoires de recherche et de notre jeunesse. Je voudrais remercier chaleureusement, très chaleureusement, les deux conférenciers invités. Le docteur Mohamed Tidiane Seck, comme indiqué tantôt, qui a été le premier directeur de l'Agence de l'informatique de l'État, qui est devenu plus tard Sénégal numérique, et qui est une figure emblématique du numérique qu'on ne présente plus. Ainsi que le docteur Seydou Nourou Silla, jeune enseignant-chercheur en IA de l'université Alioune Diop de Bombay. Ils vont tous les deux nous entretenir des enjeux et perspectives de l'IA au Sénégal et de la manière dont la synergie entre les mathématiques et l'informatique ont fait évoluer l'intelligence artificielle. À cette jonction, je voudrais vous faire part d'une réflexion personnelle que j'ai eue ce matin en venant à cette cérémonie. C'est de vous inviter, sans en faire une préoccupation immédiate, ni majeure. Je vous invite donc à vous intéresser au chantier de demain. Et ce chantier de demain concerne l'intelligence artificielle cognitive et la révolution en cours de l'information quantique. On n'y est pas encore. Mais les pays qui se sont investis il y a un demi-siècle dans ces secteurs sont
sont en position de les rendre effectifs. Donc, sans y être accroché de façon obsessive, je pense qu'on devrait nous préoccuper de l'état d'avancement de ces chantiers qui vont révolutionner encore davantage le secteur du numérique. Je voudrais, en conclusion, remercier de façon très chaleureuse les membres du comité scientifique qui ont permis l'évaluation des communications. Je ne saurais clore mon propos sans rendre un hommage vibrant aux membres de notre section, la section des sciences fondamentales, appliquées de l'innovation, et bien sûr au secrétariat de notre académie, qui, comme d'habitude, abat un travail extraordinaire. Je vous souhaite donc d'excellents travaux et vous remercie pour votre bien aimable attention. Merci. Donc, sans plus tarder, nous allons passer à la conférence inaugurale, la première conférence inaugurale, qui, donc, comme l'a rappelé le président de l'Académie, sera donnée par le docteur Mohamed Tidjane Seck. Alors, donc, sur le thème intelligence artificielle, enjeux et défis pour le Sénégal. Je vais d'abord naturellement commencer par remercier l'Académie des sciences et nos collègues qui m'ont appelé pour me demander de faire cette présentation. Je le fais naturellement avec énormément de bonheur, hein, puisque ça fait partie de mes rêves. Ça a toujours fait partie de mes rêves de faire partie de vous. Je m'excuse aussi, j'ai un petit chat dans la gorge. Je vais tenter de domestiquer les cordes vocales pour que tout se passe bien. Nous allons parler aujourd'hui de ce sujet extrêmement intéressant. Comme vous l'avez si bien dit à l'entame de vos propos, il y a deux mots qui m'ont marqué. Vous avez dit qu'il faut s'occuper de ces questions de numérique, ce qui se passe dans notre pays, en insistant sur l'intelligence artificielle, mais surtout en insistant aussi sur le quantique. Probablement, dans nos discussions, on abordera cette question de quantique, puisque quand on a pris du retard dans certains domaines, lorsqu'il y a des domaines qui s'annoncent, c'est peut-être le moment d'anticiper et de ne pas prendre des retards dans ce domaine-là. Notre agenda, je ne vais pas perdre trop de temps là-dessus. En 6 points, nous allons rentrer directement dans le vif du sujet. Par l'historique, vous ne voyez pas tout l'écran visiblement, mais bon. C'est l'historique de l'IA et un certain nombre de définitions. La première des choses à dire, c'est que l'intelligence artificielle, quand on essaie de regarder son histoire, dans certains ouvrages, cela peut remonter jusqu'à l'Antiquité. On va vous parler d'Aristote, on va vous parler de Thalès, on va vous parler des sciences cognitives de façon générale et des différentes, disons, écoles de pensée sur ces questions-là. Moi, je vais commencer directement par 1950 avec Alan Turing, qui a créé le premier concept d'intelligence machine, c'est-à-dire l'association entre la machine et l'intelligence. Et pour faire court, si on lit le principe du test de Turing, on comprend très bien le lien qui existe avec ce que nous comprenons aujourd'hui sur ce que c'est que l'intelligence artificielle. L'idée du test, c'était quoi? C'est de dire qu'une personne communique par écrit avec deux interlocuteurs cachés. L'un des interlocuteurs est une machine et l'autre un humain. Si après un certain temps d'observation, le juge, donc l'observateur, n'arrive pas à distinguer lequel
entre les deux et la machine, alors on peut considérer que le test a réussi. Ça veut dire que l'ordinateur, la machine, a tellement imité l'humain qu'on ne peut plus les distinguer. Vu comme ça, ce test paraît extrêmement théorique et relativement difficile à réaliser. Mais sans rentrer aussi dans les détails, évidemment, les chercheurs et informaticiens ont toujours trouvé des méthodologies pour pouvoir arriver quand même à quantifier et à qualifier un certain nombre d'outils mathématiques ou en tout cas informatiques pour considérer que le test a été réussi. Mais il y a très peu de systèmes qui ont réussi à ce test. Ce n'est qu'en 1956, donc 6 ans après cela, qu'un groupe de chercheurs, lors d'une grande conférence, qui est la conférence Dartmouth College, qui a regroupé une vingtaine de chercheurs dans ce domaine. Et c'est à la fin de cette conférence que John McCarthy a vraiment proposé de faire rentrer ce domaine des sciences dans le domaine de la recherche. C'est comme ça que l'intelligence artificielle, le terme intelligence artificielle, qui est d'ailleurs contesté par certains dans sa formulation, hein, mais ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est de comprendre tous les tenants et les aboutissants et les conséquences de cette nouvelle discipline. La première des questions, intelligence artificielle, c'est qu'est-ce que c'est que l'intelligence? Si on remonte dans les temps très anciens, égyptiens, le siège de l'intelligence se trouvait dans le cœur pour eux. D'ailleurs, en Afrique, dans beaucoup de pays, et on va dire chez certaines personnes, même ici au Sénégal, moi j'ai toujours entendu parler que affaire bi fii la quoi, c'est dans le cœur. Plusieurs siècles après, Hippocrate, j'imagine qu'il y a un certain nombre de médecins ici, Hippocrate, lui, a commencé à expliquer que l'intelligence, ça se passe dans la boîte crânienne, donc dans le cerveau. Et c'est comme ça que les sciences cognitives ont commencé à émerger. Mais si on poursuit plus loin, on se rend compte qu'il y a d'autres types d'intelligence. Là, je vais essayer de le montrer rapidement. Il y a ce qu'on appelle aujourd'hui l'intelligence collective. Et cette intelligence collective, on peut la voir, presque la démontrer dans les observations de la nature. Bon, de temps en temps, je vais faire des petites démos. Ça prend du temps, mais je pense que ça peut être utile pour détendre et pour mieux comprendre. Alors, je vous laisse regarder. Donc, d'un côté, vous avez des humains, et de l'autre côté, vous avez des fourmis, et on leur demande de transporter un objet entre deux portes de tailles différentes. Voilà l'expérience des hommes. Ils y arrivent. Regardez les fourmis. Et vous vous rendez compte, les fourmis, c'est beaucoup plus fluide. Et ils font des tentatives intelligentes. Et une fois qu'ils ont trouvé, c'est terminé. Donc, extrêmement efficaces dans leur façon de faire, les fourmis. Donc la nature est intelligente. Cet exemple que vous voyez là, c'est un arbre. C'est une sorte de coupe d'arbre. C'est un hêtre. Et vous voyez l'hêtre, le hêtre, si vous voulez, est une plante qui sait faire la différence entre les graines qui viennent de lui-même et les graines qui viennent des autres arbres. Et vous voyez, regardez comment il fait. Par exemple, vous voyez, ça c'est une graine fille. L'arbre arrête le développement racinaire autour de sa graine fille pour lui permettre d'éclore. Par contre, les graines
qui sont étrangères, en rouge là, on les empêche de grandir parce que l'arbre va les reconnaître et va continuer à coloniser avec ses propres racines. Alors, on pourrait dire que ça, c'est le sens de la famille. Donc, une autre forme d'intelligence. Alors, des exemples comme ça, on peut en citer des tonnes en regardant la littérature et en particulier dans la nature. La nature est particulièrement intelligente. Si ceux qui s'intéressent à ce qu'on appelle les lianes, alors il y a beaucoup d'arbres qui sont qualifiés de lianes parce qu'une liane, c'est simplement un arbre qui a besoin d'un support pour grandir. D'accord? Et si vous observez le comportement des lianes, vous allez qu'il y a beaucoup d'intelligence dans ces comportements, etc., etc., etc. Des exemples comme ça, il y en a des tonnes. In fine, les cognitivistes ont commencé à dire est-ce qu'il ne faut pas être un peu plus précis en parlant plutôt de fonctions cognitives au lieu de parler d'intelligence? Parce qu'effectivement, on se rend compte que dans le cerveau, les différentes parties du cerveau n'ont pas les mêmes fonctions, ne jouent pas les mêmes rôles. Il y a des zones qui sont spécialisées sur le toucher, d'autres sur l'ouïe, sur la mobilité, d'autres sur la vision, d'autres sur l'équilibre, etc., etc. Et chaque partie joue un rôle particulier et a une fonction spécifique. Et donc on parle de fonction cognitive. Aujourd'hui, lorsqu'on regarde le développement de l'intelligence artificielle, il y a 4 fonctions cognitives qui sont mises en œuvre. 1, la perception visuelle. Aujourd'hui, les robots arrivent à percevoir leur environnement. La reconnaissance vocale, d'ailleurs, c'est dans ce domaine que les avancées les plus significatives sont attendues dans les 2 prochaines années. La prise de décision, c'est la plus compliquée, parce que ça demande beaucoup plus de capacité. Et la traduction, c'est-à-dire le traitement du langage naturel, et c'est vraiment dans ce domaine-là qu'il y a eu les grandes avancées que vous avez tous vues ces dernières années avec la maîtrise de la langue. Et moi c'est en regardant et en étudiant l'intelligence artificielle que je comprends maintenant la force et l'importance du langage et des langues. Et depuis, je me dis, mais j'aurais dû faire lettres. 2 courants de pensée, je disais, qui ont structuré l'évolution de l'intelligence artificielle. On va d'abord commencer par la pensée logique, ce qu'on appelle les cognitivistes, qui considèrent que l'intelligence, c'est essentiellement une pensée logique. Ça, ce sont les mathématiciens. Les mathématiciens sont convaincus que c'est par la logique qu'on va arriver à imiter l'intelligence. De notre côté, vous avez les cognitivistes, les connexionnistes, pardon. Eux, ils analysent le cerveau et ils voient que le cerveau est organisé par un système de connexion. Et donc, ils vont dire, pour comprendre l'intelligence, il faut essayer d'imiter le fonctionnement des neurones. Et c'est comme ça qu'on est arrivé à parler de réseau de neurones. On y reviendra tout à l'heure. Aujourd'hui, on peut considérer qu'en 2025, c'est eux qui ont gagné la bataille pour l'instant, les connexionnistes. Mais avec le quantique, peut-être que la guerre n'est pas perdue pour les mathématiciens et pour les logiciens. À la croisée, vous avez les informaticiens et les mécaniciens qui, eux, ne se posent pas de questions. Ils utilisent tout ce qui existe pour créer les machines dont on a besoin. Mais quels sont les véritables défis de l'intelligence et des fonctions cognitives? Le premier défi, qui est un mystère, en fait, c'est le mystère de la mémoire. Comment et par quel processus le système nerveux arrive à capter des informations, à les organiser, à les conserver pour une utilisation ultérieure. Ça, c'est un grand mystère.
Et le deuxième mystère, c'est le mystère de l'apprentissage. Comment un enfant, par l'observation de ce qui l'entoure, arrive par des systèmes d'échecs et d'erreurs à se corriger et à devenir compétent et à comprendre, et donc à apprendre. Ces deux mécanismes-là, ce sont les deux mécanismes qui sont au cœur de la recherche. Du côté, pour aller vite, du côté de l'organisation de données, vous avez des spécialistes, on appelle les spécialistes en base de données, qui ont toute une série de méthodes pour organiser les données. Donc, c'est très important d'avoir des spécialistes dans l'organisation des données. De la même manière, on doit avoir aussi beaucoup de spécialistes dans ce qu'on appelle la data science. C'est essentiellement des gens qui sont forts, on va dire, en statistique, d'accord, et qui doivent aller creuser dans les données pour voir quelles sont les choses cachées dans les données. Les Anglais disent « everything is in data ». Tout est dans la donnée. En réalité, c'est parce que lorsqu'on traite la donnée, à ce moment-là, on trouve de nouvelles données, ou en tout cas de nouvelles informations. Ces deux domaines ne doivent absolument pas être oubliés parce que l'intelligence artificielle fonctionne parce que nous avons des données, mais pas n'importe quelles données, des données organisées d'une certaine façon, avec un certain niveau de qualité. Donc, nos universités doivent développer la data science. Deuxièmement, maintenant, le deuxième, c'est l'apprentissage. Grand mystère. Comment on peut mettre en place des systèmes qui apprennent? On verra un peu plus que aujourd'hui, j'ai dit, la bataille a été gagnée par les connexionnistes. C'est pour ça que je vais insister sur les réseaux de neurones et expliquer comment avec les réseaux de neurones, on peut effectivement apprendre. Alors ça, c'est très rapidement pour dire, quand on parle d'intelligence artificielle, il est toujours important de dire vraiment qu'est-ce que ça recouvre sans vous fatiguer avec ça. Ce qu'on appelle l'IA symbolique, que je mets en tout petit, c'est la partie où on peut dire aujourd'hui, ils ont à peu près perdu la bataille. Ce sont les logiciens, d'accord, et tout le reste, tout le grand reste se passe dans ce qu'on appelle le machine learning, les réseaux de neurones et le deep learning. Et tout ce qu'on entend depuis 2 ans sur le deep learning, c'est juste cette petite partie-là, c'est juste cette petite partie, et dans cette petite partie du deep learning, c'est ce mot-là, les transformers. Donc les transformers, bon, c'est un terme technique qui explique réellement comment les algorithmes ont été mis en place et quelles sont les structures qui ont été mises en place pour arriver à traiter le langage naturel, comme on le voit avec ChatGPT. Donc c'est une toute petite partie de l'intelligence artificielle qui est aujourd'hui utilisée. Donc vous imaginez, quand on va développer les autres secteurs, ce qui va advenir dans les prochaines années. Alors, c'est quoi un neurone? Un neurone, du point de vue des biologistes, c'est ça. Tout le monde se rappelle, hein, vous avez, dans un neurone, vous avez une première partie qui a ce qu'on appelle des dendrites, là, c'est presque le noyau. Vous avez après une sorte de manche qu'on appelle la gaine de myéline, et à la fin, vous avez les axones terminaux avec les synapses. Alors, comment ça se passe? Je vais aller très vite. Hein. Vous avez des ions de sodium, Na+, et des ions de potassium, K-, qui, en fonction de leur changement de polarité, d'accord, transportent finalement de l'électricité. C'est aussi simple que ça. C'est de l'électricité. Ce qui se passe dans les neurones, c'est une circulation de signaux électriques qui partent des dendrites jusqu'aux synapses. Et à la fin, ici, vous avez des neurotransmetteurs qui le transmettent au prochain neurone et ainsi de suite. Et c'est comme ça que ça se connecte. Et c'est ça que les mathématiciens ont singé en mettant en place ce système. Donc un neurone, du point de vue des mathématiciens, c'est au fond
des données en entrée. Vous voyez, ça, c'est un vecteur. Chaque donnée est pondérée par un certain poids. On a un biais pour montrer qu'il y a petit un décalage qu'il faut rattraper en plus et en moins par rapport aux données qu'on a rentrées pour les corriger. Et donc cette somme pondérée est passée par ce qu'on appelle une fonction d'activation, qui est en général une fonction qui va de -1 à 1, mais qui doit être dérivable. Et c'est à la sortie qu'on a ce qu'on appelle la prédiction. Et vous voyez ici, lorsqu'on rassemble un ensemble de neurones, on fait un réseau de neurones. Malheureusement, vous ne voyez pas la suite, mais ici, on verra d'autres exemples qui vont le montrer. Et enfin, un réseau de neurones, c'est ce que je vous ai montré là. Chaque élément là, alors on a construit des couches et des couches, des tonnes et des tonnes, ça peut être des milliers de neurones, qui sont connectés avec ce réseau de connexion. On a ici nos données d'entrée et ici les données à la sortie. Donc ce dont il faut se rappeler, c'est que la complexité des systèmes est uniquement liée au nombre de connexions, au nombre de couches cachées et au nombre de neurones qui sont impliqués. On parle quelquefois de milliards et de milliards de connexions, et donc c'est pour ça que ça prend beaucoup de puissance de calcul. On y reviendra. Maintenant, l'apprentissage, c'est quoi? Ça, c'est un schéma. Alors, ces deux images-là, c'est l'image qu'on vient de voir. C'est le réseau de neurones, avec toute sa complexité. Ici, vous avez un jeu d'images avec des lapins et des chats. On les donne en entrée et le système reconnaît les différents éléments et puis peut se tromper ou pas. Vous ne le voyez pas très bien. Par exemple, ici, il décrète que c'est un chat alors que c'est un lapin. Donc, entre ce qui est attendu et ce qu'il trouve, il y a un delta, ce qu'on appelle l'erreur. Et l'apprentissage, c'est justement de renvoyer l'erreur dans le système pour corriger les différents paramètres du réseau. Et de proche en proche, correction après correction, on arrive à avoir une erreur minimale. Et c'est ça qu'on appelle le mécanisme de l'apprentissage. Vous voyez donc, c'est essentiellement du calcul matriciel, du calcul différentiel, parce qu'il faut calculer des dérivés, et ce qu'on appelle la rétropropagation, c'est le fait que les erreurs, on les renvoie à l'entrée. Et donc, c'est ce système de rétropropagation qui fait qu'un système apprend. Et ça n'a pas été découvert comme ça par hasard. C'est vraiment beaucoup d'observations des biologistes sur le fonctionnement du cerveau humain et le fait qu'ils aient travaillé avec les mathématiciens et les informaticiens qui ont pu comprendre que, justement, il fallait trouver des fonctions dérivables particulières pour pouvoir calculer, justement, ces écarts, les renvoyer et les réduire petit à petit. Donc, dans ces mécanismes d'apprentissage, ce que vous voyez, c'est qu'on a besoin de ce qu'on appelle, malheureusement, vous ne voyez pas, j'ai des problèmes avec l'écran là, ce qu'on appelle des données d'entraînement. En fait, lorsque vous avez un ensemble de données, vous avez 80% des données qui sont utilisées pour l'entraînement et 20% pour les tests de vérification. C'est comme dans l'enseignement, hein, l'entraînement, c'est les devoirs. On donne des devoirs, mais on garde quelques devoirs particuliers pour l'examen. C'est ça. Donc les devoirs, on les donne, hein, c'est facile, ok. Et on s'entraîne avec, et puis le jour de l'examen, on sort de sa poche, donc le petit 20% sur lequel on va tester les gens. C'est le même principe. C'est pour ça que les enseignants ne devraient pas, et les chercheurs ne devraient pas trop se perdre sur l'intelligence artificielle, parce qu'on utilise énormément leurs méthodes. Vous avez ici un autre type d'apprentissage, ce qu'on appelle l'apprentissage par renforcement. Il s'agit de quoi? Comme je l'ai dit au départ, au lieu d'utiliser énormément de données pour faire l'apprentissage, on va plutôt utiliser quelques données bien choisies
Et lorsque la personne fait une erreur, on la sanctionne. Lorsque la personne trouve, on lui donne des bonbons, donc on corrige. D'accord? Donc ce n'est pas un système de récompense et de sanction qu'on arrive à corriger le système pour arriver à presque la perfection. L'apprentissage par renforcement. J'y reviens de tout à l'heure parce que vous allez voir que c'est cet apprentissage par renforcement qui a permis de voir le boom qu'on a connu ces derniers jours. On y reviendra tout à l'heure. Alors, petite pause, on va faire quelques démonstrations. Ici, on a un certain nombre d'images et nous allons utiliser une intelligence artificielle qui s'appelle Claude, que certains vous connaissent probablement, et qui permet de faire un certain nombre de traitements qui peuvent être intéressants. Alors, regardons. Donc, je vais dans Claude et je lui dis, bon, ben, je vais vous donner cette image. Voilà, cette image. Allez, prenons cette image, comme ça, on ne perd pas trop de temps. On prend cette image, je copie. Je donne l'image à Claude. CTRL V. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il a fait là, mais bon. Je lui donne cette image. Et puis lui, je ne lui ai même pas posé de questions. Ah, ouais, c'est ça, c'est le problème. Bon, c'est pas grave. Je vais essayer autre chose. Je vais essayer. Je prends cette image, copier l'image. Je vais dans Claude. Il ne veut pas travailler. Je vais dans ChatGPT. J'espère que cette fois-ci, ça va marcher. Et je lui dis, donne-moi les noms et les prix. Si j'ai un peu de chance, il va le faire. J'ai l'impression que j'ai des problèmes de connexion ici. Hein. Bon, Bon, écoutez, on va continuer. Je vais vous dire ce que j'attendais en réalité. Comme toujours, hein, à la présentation, ça ne marche jamais. En fait, ici, ce que je vais vous dire, c'est que ces images-là, sur la première image, lorsque vous donnez ça à ChatGPT ou à Claude, il va tout de suite vous dire, ben, je remarque que c'est des maisons qui sont alignées le long d'une rivière, parce qu'il a compris qu'il y avait un reflet. Sur la deuxième image, il va dire, ça ressemble à un marché, il y a une personne qui est à droite qui porte un chapeau bleu, une autre personne qui marche sur l'allée avec un pagne, avec un t-shirt bleu, et puis des étals avec des fruits, mais ça a l'air d'être artiste. Donc l'image est floue, mais il va pouvoir trouver l'information. Et sur la troisième image, hein, c'est parce qu'on peut aller vite, on va aller vite, bon, on aura le temps de montrer les démos après. Sur la troisième image, le système montre plusieurs choses. D'abord, il sait reconnaître que c'est des bouteilles, il sait compter, il pourra dire il y en a 6, et pour chaque bouteille, alors que c'est assez mal écrit, il va pouvoir dire quel type de vin c'est. Il va vous dire que voilà, ça c'est un vin blanc qui s'appelle tel, de tel pays, et tu lui demandes le prix, il va dire il coûte à peu près entre 25 et 35 euros. Uniquement à partir de l'image. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que aujourd'hui, les intelligences artificielles savent percevoir le monde qui les entoure. Et ça, c'est très important, puisque c'est ça qui va permettre à la robotique de se développer. On y reviendra tout à l'heure. Alors, maintenant, parlons de quelques cas d'usage au Sénégal.
moi j'ai discuté avec certains chercheurs, notamment de l'Université de Saint-Louis, de Bombay et d'autres. Il y a par exemple cet exemple qui m'a été donné, je crois par Gaussou, qui m'expliquait que des chercheurs de l'UGB et de Bombay ont entraîné un modèle d'IA avec des données de diagnostic sur le paludisme dans la zone de Saint-Louis. Faites bien attention, hein, dans la zone de Saint-Louis. Ensuite, ils ont bien testé leur modèle, ils ont vu qu'à chaque fois qu'ils donnaient un cas, ben, ils tombaient sur de bons résultats. Ils ont dit, nous avons un bon modèle. Eh bien, ils ont dit, bon, nous allons tester ce modèle avec des données venues de Louga. Et ils se sont rendus compte que, ben, alors qu'à Louga, c'était de la dengue, le système ne trouvait pas la dengue, mais trouvait du paludisme. Pourquoi? Parce que les symptômes sont relativement proches. C'est ce qu'on appelle une discordance en IA. Et c'est extrêmement dangereux pour le cas en question. Parce que si un médecin très confiant de son IA se met à administrer un traitement de palu à quelqu'un qui a la dengue, donc probablement la personne, on l'a perdu. Ça, c'est un exemple, et j'ai été très, très heureux de voir justement nos collègues de Saint-Louis dire, bon, nous allons trouver un moyen d'élargir les données sur tout le Sénégal, comme ça on aura des cas beaucoup plus représentatifs, voire en Afrique. Donc, juste pour dire, la conclusion qu'on tire ici, c'est que par exemple, dans le domaine du médical, ici à l'hôpital de Fann, on a des gens qui utilisent des modèles IA pour étudier et analyser les radios, les données radiologiques. Eh bien, ce qui est clair aujourd'hui, mais ce n'est pas seulement vrai à Fann, mais c'est vrai partout dans le monde, les IA sont 1000 fois plus performantes pour détecter une maladie, pour analyser une radio, que n'importe quel spécialiste radiologue. Il n'y en a aucun qui peut battre l'ordinateur là-dessus. Ça n'a plus rien à voir. Donc, dans ce domaine, on peut dire que la machine a définitivement gagné sur le traitement d'image. Par contre, sur l'exemple que je viens de donner, on se rend compte que dans tout ce qui concerne par contre le diagnostic médical, aujourd'hui les IA n'arrivent pas à dépasser 85% de réussite. Et ça, c'est inacceptable pour n'importe quel médecin. Donc, de ce côté, du côté du diagnostic, les médecins ont encore beaucoup de temps devant eux avant de se faire rattraper par l'IA. Ils utiliseront l'IA pour approcher les solutions, mais après, c'est leur qualité de médecin et leur serment qui permettra de délivrer le traitement. Donc, l'IA de diagnostic est exclusivement réservée aux médecins. Un deuxième cas sur Saint-Louis, c'est le problème de la brèche. Alors, vous avez vu, ça c'est très intéressant à voir pour ceux qui ne l'ont jamais vu. La brèche a commencé par des bulldozers qui ont ouvert un canal qui faisait à peu près 2 mètres. Mais alors, ce qu'il faut savoir, c'est que 5 jours après, la brèche est passée à cette taille. 1 mois après, c'est passé à cette taille. Et 1 an après, là, vous avez la carte, là, ici, on a à peu près 3 km de large, en 3 ans. Mais on va suivre l'affaire. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez ici le phénomène de la langue de Barbarie, et la brèche a été ouverte ici, dans la zone de Lébar, par là, exactement là. Et donc, ça, c'était 1 an avant. Là, c'est l'ouverture de la brèche. Juste là, du côté de Lébar. 10 ans après, suivez mon regard, 10 ans après, ça donne ça. Donc 2 phénomènes. Vous voyez, Lébar est toujours là. Mais on aperçoit ici un début de reconstruction et là, une continuation de l'affaissement. Donc, toute la partie sud de la langue de Barbarie jusqu'à l'ancienne embouchure
continue à s'effondrer, alors que la partie nord du côté de Saint-Louis commence à se reconstruire par la nature. 20 ans après, voilà où on en est. Vous voyez, tout ça a été reconstruit par la nature. Donc la langue de Barbarie revient. OK? Et par contre, l'embouchure qui était ici est totalement fermée. Et le nouvel embouchure où les gens meurent là se trouve là. Et pourquoi les gens meurent? C'est parce que vous voyez, c'est des bancs de sable qui s'affaissent de façon aléatoire et qui aspirent les pirogues, carrément, au fond de la mer. Extrêmement dangereux. Bon, tout le monde réfléchit pour résoudre ce problème. La question c'est, qu'est-ce que peut faire l'IA là-dedans? Des expériences dans le monde montrent que l'IA peut faire de la simulation hydrodynamique. Il y a même 2 modèles d'IA qui sont là pour utiliser pour simuler la dynamique des côtes et des fleuves et les systèmes hydrauliques marins. Ces IA existent. Il y a des réseaux de neurones qui sont en construction, d'autres qui existent pour tout ce qui est modèle d'érosion côtière. Et enfin, il y a aussi des modèles de salinisation, puisque je ne l'ai pas dit, mais ce qu'il faut savoir, c'est que dans le Gandiolé, là, toute cette partie où il y avait de l'eau douce est devenue de l'eau saumâtre, et donc toutes ces terres-là sont salinisées. Donc les modèles de salinisation, on doit pouvoir aussi travailler dessus. Okay? Donc l'IA peut faire de la prédiction, et donc jusqu'à présent, c'est pour moi un gros champ de recherche. Je crois qu'à Saint-Louis, il s'y intéresse. Il faudrait que d'autres chercheurs s'y intéressent pour que justement qu'on essaie de prédire ce qui va se passer dans les 10 prochaines années, parce que je pense que d'ici 10 ans, on n'aura pas réalisé les infrastructures pour colmater la brèche. Il y a du travail. Autre cas, les langues. J'adore ça. Maintenant, je suis devenu un fan des langues, les langues locales. Enfin, on se rend compte que ce qui va se passer dans les prochaines années avec les grands modèles de langage, c'est que la barrière linguistique va sauter. On le sait très bien, j'ai déjà même vu des situations où vous parlez en français à quelqu'un qui ne comprend que le japonais, il comprend absolument ce que vous dites à travers ses oreillettes, et il vous répond en japonais et vous entendez tout ce qu'il dit en français. Donc la barrière de la langue va sauter, ça va sauter à travers des lunettes qui sont en train d'arriver et qui perçoivent l'environnement et qui font la traduction automatique et qui vous passent le son derrière l'oreille. Il y a au Sénégal des chercheurs et des informations qui travaillent sur le Wolof. Donc, ça fonctionne comment? À partir d'une question vocale, je dis bien, je parle de voix, on parle de question vocale en Wolof, ce texte peut être transcrit par l'IA en texte Wolof. Ensuite, le texte Wolof est traduit en texte français. Ce texte est soumis à ChatGPT ou à Claude, qui répond en français de façon textuelle. Et après, le même Claude retranscrit le texte, le texte français en voix Wolof. Et donc, c'est comme ça qu'à partir d'une question vocale, on peut recevoir toutes ces réponses en Wolof. Et donc, on a ce qu'on appelle un chatbot en langue locale. Il y a beaucoup de chercheurs qui travaillent aujourd'hui sur ces questions. Extrêmement intéressant, parce que c'est ça qui va faire en sorte que les nouvelles technologies, ou de toute façon générale, l'usage des outils va être généralisé dans tout le pays, quelle que soit la langue de la personne, quel que soit son niveau d'éducation. C'est ce qu'on appelle l'inclusion sociale. Dernier cas que je présente sur le Sénégal, c'est l'agriculture. Dans l'agriculture, vous avez par exemple ici une structure qui s'appelle Academia 2063, qui est en fait une structure internationale qui travaille au Sénégal et qui fait de la prédiction sur la base d'images satellitaires qui sont pixelisées. Et ce qu'ils font, on va aller très vite, ils ont un modèle d'IA qui permet d'appliquer à des données biophysiques de télédétection, donc du traitement de données pour prévenir les récoltes en fonction du type de spéculation.
Le dernier résultat, en 2023, ils avaient prédit qu'au Sénégal, on aurait 729 000 tonnes de riz. Et la même année, la direction après récolte de la DAPSA a annoncé qu'on avait produit 842 000. Bon, ces prédictions, il n'y a pas une très grande différence, mais l'intérêt, c'est que lorsqu'on a ces données-là, on va dire, en tout début de récolte, d'accord, on a à peu près 6 mois devant nous pour prédire ce qui va se passer dans le marché demain. Alors, Academia est utilisé à 100% par un pays qui est, à mon avis, l'un des pays les plus intelligents aujourd'hui, même si ce n'est pas forcément une référence, c'est le Rwanda. Le Rwanda utilise à 100% Academia. C'est le seul pays africain qui l'utilise à 100%. Moi, à titre personnel, j'ai organisé une rencontre avec les responsables de Academia, avec 2 ou 3 ministres de l'Agriculture, directement dans leur bureau, personnellement. Ça n'a jamais rien donné. Rien. Donc, c'est ça un peu le fonctionnement de notre pays. Les gens sont imbus d'eux-mêmes et ils n'écoutent pas les chercheurs. Ça, c'est une grosse problématique qu'il va falloir résoudre dans notre pays. Ce point est très important. L'IA, ce n'est pas parfait. Il y a beaucoup de biais. On ne va pas passer beaucoup de temps, mais je vais choisir quelques cas. La violation de la vie privée, c'est évident, mais le biais de discrimination. La plupart des IA ont été entraînés avec des données qui viennent d'Internet. Mais qui est présent sur Internet? C'est une majorité de blancs et de jaunes, et moins de noirs. Donc les IA, lorsqu'on fait des recommandations sur l'emploi, ils vont proposer un blanc et pas un noir, parce que simplement c'est un biais des données. Donc aujourd'hui, justement, ce qu'on appelle l'IA responsable doit modifier les paramètres pour équilibrer cela et empêcher la discrimination, le harcèlement, etc. L'hallucination, ça je l'ai vécu personnellement hier, à partir de mon image, où j'ai fait halluciner ChatGPT. Donc je lui avais posé des questions sur la première image, je lui ai donné la deuxième image, il continue à me répondre sur la première image. À un moment donné, je lui ai dit, mais non, tu es en train d'halluciner. Il me dit, je me rattrape. Mais comme je vous le dis, hein, comme ça. Il dit, je me rattrape. Je lui redonne l'image, il continue à faire la même erreur. Je le donne une troisième fois et il se plante, il s'arrête. Donc ça, c'est quoi l'hallucination. C'est pas parfait. Et c'est le surapprentissage qui le fait. Surapprentissage égale surmenage. Donc lorsque le système est surmené, il perd en performance. D'autres choses qui sont importantes, la sécurité. La cybersécurité est un problème extrêmement important. Aujourd'hui, on peut dire que 80% à 90% des cyberattaques sont faites par des IA. Ce sont des intelligences artificielles qui attaquent. Et pourtant, il n'y a que, on va dire, disons, 10% en gros, dans le monde, des gens qui utilisent réellement de l'IA pour se protéger. Donc il y a un gros problème ici qu'il faudra revoir. Alors, donc sur la sécurité, c'est très très important. Alors les menaces sur la démographie, sur les démocraties, c'est évident, parce que ce qu'on appelle les fake news, la plupart, on voit bien, hein, l'IA, moi j'avais une démonstration où j'avais pris juste ma photo et on me montrait prononcer un grand discours en allemand, alors que je comprends peut-être juste Guten Tag, quelque chose comme ça. Voilà. Bon, alors, donc c'est très important de regarder toutes ces menaces. Et je termine là-dessus par quelque chose, vous ne voyez pas très bien, c'est ce qu'on appelle le principe, disons, des robots. Il y a un certain nombre de règles qui ont été données aux robots. Ce sont ces mêmes règles qui sont en train d'être construites pour l'IA. La première règle, c'est qu'une IA ne peut pas porter atteinte à un humain. Et il ne doit pas rester passif et laisser cet être humain exposé au danger.
Donc ces règles-là doivent être intégrées dans le design de l'IA pour que l'IA ne fasse jamais de mal à l'humain. Ça, c'est la première règle. Deuxième règle, une IA doit obéir aux ordres des humains, sauf si ces ordres entrent en contradiction avec la première loi. D'accord? Et troisième loi, un robot doit protéger son existence dans la mesure où cette protection n'entre pas en contradiction avec les deux premières lois. Donc c'est autour de règles comme ça que le design des IA est en train d'être amélioré. Alors, je vais accélérer. Les chercheurs ont travaillé sur ce qu'on appelle la scaling law. La scaling law, ce sont des lois du passage à l'échelle. En gros, qu'est-ce que ça veut dire? Très rapidement. Ça veut dire qu'il y a 4 paramètres qui sont liés. C'est quoi ces paramètres? D'abord, c'est la taille du modèle de l'IA. Deuxièmement, c'est la taille du jeu de données d'apprentissage, donc les données. Troisièmement, c'est le coût de l'IA. Or, le coût est caractérisé par le nombre de GPU, c'est-à-dire de la puissance de calcul qui est mise dans l'IA, et tout ça donne la performance. Qu'est-ce qu'on voit ici, très rapidement? C'est qu'au fil des années, les IA ne font que progresser en puissance et en capacité. Ici, il ne faut pas se... Ici, vous voyez, ça a l'air d'être linéaire. En réalité, c'est parce que c'est une présentation logarithmique. En réalité, c'est une explosion exponentielle. On le voit là également, où vous avez, par exemple, on est au stade de ChatGPT-4, qui a aujourd'hui une puissance qui nécessite des puissances de calcul de 10 puissance 25 flops. Donc, vous voyez, c'est extrêmement puissant. Et aujourd'hui, il n'y a que quelques ordinateurs data center dans le monde qui peuvent vous sortir ça. Moins de 10 pour pouvoir entraîner les IA. Et enfin, on voit que, par exemple, sur les données, ça a fonctionné comme ça. Mais depuis l'arrivée du deep learning, la courbe a changé de façon très forte. Mais ce qui est important, le message qui est important ici, c'est de dire que c'est plutôt ça. Qu'est-ce qui se passe? C'est qu'ici, on a ce qu'on appelle les order of magnitude, les ordres de grandeur. À chaque fois qu'on passe de 1 à 2, à 3, à 4, c'est 10 puissance quelque chose. Si on passe de 1, 10 puissance 1 à 2, c'est 10 puissance 2, etc. Ici, vous avez le nombre de GPU H100. Les H100, c'est les GPU les plus puissants du monde, c'est les GPU de NVIDIA. Et pour ces GPU, pour avoir la puissance, il en faut aujourd'hui, quelquefois, des centaines de milliards de millions de GPU pour pouvoir faire tourner une IA. Eh bien, ça c'est le coût. On parle de 500 millions de dollars. Ici, on parle de 1 trillion de dollars pour 2030. Ce qu'on veut dire ici, c'est que on est ici en 2024, 2026, on est dans cette zone-là. Pour entraîner les IA, il faut une centrale électrique qui sait alimenter l'équivalent de 100 000 maisons. C'est plus qu'une ville au Sénégal. Et en 2026, il faudra 1 gigawatt. 1 gigawatt, c'est la puissance d'une centrale nucléaire. Ça veut dire que nous, on est out, quoi. C'est ça que ça voulait dire. Et donc, les géants américains, le président américain a annoncé ce qu'ils appellent le prochain investissement, 500 milliards de dollars pour l'IA. C'était pour dire que tous les autres, là, c'est fini, la bataille est gagnée et perdue, arrêtez-vous. Bon, d'ailleurs, je note ici, en septembre 2024, Microsoft a passé un accord avec Constellation Energy pour remettre en service un des réacteurs de Three Mile Island. Vous vous rappelez, hein, la catastrophe de Three Mile Island? Il y a un des réacteurs qui n'était pas mort, qui était confiné. Là, ils sont en train de le faire redémarrer juste pour l'IA. C'est une catastrophe. Bien, qu'est-ce qui va se passer dans les prochaines années? C'est ce que je disais en fin janvier, parce qu'on devait faire notre conférence en fin janvier. Mais ce que je disais en fin janvier
j'ai dû le modifier pour faire la présentation aujourd'hui, puisqu'il y a eu des choses importantes qui sont passées entre janvier et maintenant. En 3 semaines, ou 1 mois maximum. C'est d'abord la multimodalité. Aujourd'hui, les IA peuvent traiter à la fois du langage, des images, de la parole, etc. Et deuxièmement, ils font ce qu'on appelle des ouvertures, donc des API. On peut se connecter par API à des grosses IA pour faire le travail. C'est une très grande chance pour nous. Donc on a la possibilité, chez nous, de travailler avec les grosses IA. Deuxièmement, du côté de la robotique, puisqu'au Sénégal, il y a aussi des gens qui s'intéressent à la robotique, les robots peuvent aujourd'hui être autonomes et non plus téléguidés. Ils vont être autonomes parce qu'il va y avoir une IA embarquée. Ça aussi, c'est quelque chose dans laquelle on a le droit d'être présent. Et enfin, ce qu'on attend sur l'IA générale, c'est-à-dire une IA qui serait du même niveau que l'humain, ce n'est pas demain que ça va arriver, peut-être dans plusieurs années, mais ce défi est en train d'être attaqué. Pourquoi? Parce que les gens pensent à l'ordinateur quantique. Parce qu'avec l'ordinateur quantique, on aura besoin de beaucoup moins de puissance de calcul pour faire peut-être des milliards et des milliards d'opérations de plus. Donc pensez-y, les chercheurs, il ne faut pas abandonner la bataille, les choses sont devant nous. Par contre, dans le domaine de l'IA, il faut savoir qu'il y a une IA qui existe, d'accord, et qui sait faire la chose suivante. Il sait remplacer un chercheur en IA. Et qu'est-ce qu'il fait? Il peut générer des idées innovantes, écrire un code tout seul pour traiter ces données, réaliser des expériences sur le terrain, visualiser les résultats, rédiger un papier scientifique et le soumet à des comités de lecture qui l'acceptent parce que c'est excellent. Et donc, ils ont simulé complètement le processus d'apprentissage et les résultats qui sortent là sont utilisables. Donc ça pose de grosses questions sur la recherche. Alors, maintenant, qu'est-ce qui s'est passé DeepSeek. Donc, décembre, janvier, les Chinois remettent en cause ce que j'ai présenté tout à l'heure, c'est la scaling law. Le fait qu'on aura besoin tout le temps des puissances de calcul infinies. Parce qu'avec DeepSeek, ils démontrent qu'avec un coût d'entraînement 100 fois moins cher, on peut arriver à des résultats quasi similaires. Moi, j'utilise DeepSeek régulièrement. Je fais quasiment plus de différence entre ça et ChatGPT. Mais je l'utilise surtout, bon, pour mes collègues là, je l'utilise surtout pour générer des scripts bash. C'est absolument incroyable. Vous lui demandez de vous faire un script bash pour faire tel ou tel, il vous envoie le script, vous le mettez sur Unix, ça tourne, ça marche nickel. Donc arrêtez de réfléchir sur bash, utilisez DeepSeek. Il le fait super bien. Alors, donc, pour ne pas mettre trop de temps là-dessus, aujourd'hui, ce que les Chinois ont fait en se cachant, d'ailleurs, on ne sait pas ce qu'ils font. Il y a beaucoup de choses qu'ils font qu'on ne sait pas encore. Moi, j'étais en Chine il y a à peu près 1 mois. J'ai visité 2 centres. Un centre où ils fabriquent des voitures électriques et un autre centre. En fait, l'autre, c'est carrément la ville universitaire et scientifique de Huawei. Alors, c'est une ville qui a à peu près la taille de tout Fan Résidence, Fan Hoc et trucs réunis. Comment on appelle, .e. D'accord? C'est tout ça. Il y a là-dedans, il y a 20 000 chercheurs et c'est tous des employés de Huawei. Ils ne font que de la recherche. Dans une grande ville comme ça, tu vois personne, tu vois des voitures électriques circuler et de temps en temps des jeunes de 18 ans, 20 ans qui vont au resto. Donc c'est ça qu'ils sont en train de faire eux les Chinois. Donc c'est pas étonnant qu'on se rende compte que demain il va y avoir beaucoup d'autres annonces qui vont changer le monde. Mais c'est également de l'espoir.
Donc, quelques enjeux géopolitiques, j'accélère. Hein. Les enjeux politiques, c'est que, par exemple, aujourd'hui, l'État américain participe à tous les conseils d'administration des grandes boîtes d'IA. Toutes. Et leur fournit les moyens financiers nécessaires parce que la guerre physique, là, c'est terminé. D'ailleurs, il y a des programmes de démantèlement des armes physiques. L'énergie wall, ça c'est le problème de l'environnement. Heureusement, je dis, avec l'annonce des Chinois, on peut dire ouf, peut-être qu'on n'aura pas besoin de continuer à brûler l'environnement juste pour de l'IA. Parce qu'on va utiliser des méthodes beaucoup plus douces. La data wall, ça c'est très important. La data wall, c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, il faut savoir que toutes les données de l'Internet ont déjà été utilisées et consommées par les IA pour leur entraînement. Ça veut dire que c'est mort, quoi. Tout a été déjà capté et utilisé. Donc, où est-ce qu'on va trouver de nouvelles données? Et heureusement, les nouvelles données vont venir des humains et des robots. Parce que les robots vont interagir avec des humains et toutes ces interactions vont générer de nouvelles données qui ne passeront pas par Internet et qui seront captées pour de l'apprentissage. Mais ça veut dire qu'il faut que chaque pays pense à être souverain. La souveraineté économique et numérique est absolument fondamentale. D'ailleurs, si vous le permettez, à la fin de mon exposé, je dirai 2 minutes juste sur la souveraineté numérique. 2 minutes. L'amélioration des algorithmes, bon, allez, on va avancer. Quelle stratégie pour le Sénégal? Et je termine avec ça. D'abord, au Sénégal, nous devons mener une étude prospective approfondie sur les besoins en compétences actuelles et futures, en insistant sur le lien fort qui existe entre l'IA et la cybersécurité. C'est très, très important. La cybersécurité sans l'IA, c'est terminé. Tout est fait à travers de l'IA. Ce sont des IA qui attaquent, donc il faut que ce soit des IA qui défendent. Si c'est des humains qui se défendent contre des IA, c'est mort. Lancer donc une grande initiative nationale avec des moyens conséquents en faveur de l'intelligence artificielle, avec une formation massive, j'insiste, de chercheurs, d'ingénieurs, développeurs spécialisés dans l'IA, dans différents secteurs. En premier, les langues nationales, de loin. Ensuite, la santé, l'agriculture, etc. Mais c'est par les langues qu'on doit commencer. Pourquoi? Parce que c'est là-bas qu'on va toucher toutes les populations et faire de la justice sociale. Il faut savoir aussi que quasiment 45% des mariages ne sont pas déclarés à l'état civil. Donc, nous ne connaissons pas, nous n'avons rien sur les hommes. Nous ne connaissons pas la ressource principale d'un État et d'un pays, c'est les hommes. L'identité numérique nous permet, et je ne tourne pas dans deux sens, il n'y a pas 36 solutions, il y a une seule et unique solution. C'est de faire un recensement généralisé, biométrique, de toute la population sur une période bornée, de maximum 1 an, pour tout capter. C'est facile, c'est faisable. Je peux vous dire que l'Inde, avec ses 1,6 milliard habitants, 1,2 milliard, pardon, l'a fait en 5 ans. Faites le calcul. Et vous risquez de dire qu'au Sénégal, on peut le faire en 1 mois. Moi, je donne 1 an. On n'a pas d'autre solution. Notre état civil ne sert à rien. Il est vermoulu, il est corrompu, il y a des triches partout, il y a des pages déchirées. Les tiers des Sénégalais n'y sont pas, on n'y arrivera pas. Et sans identité numérique, on ne peut pas inclure les gens numériquement. Ce n'est pas possible. La troisième chose qui fait un État, c'est le patrimoine, les avoirs, ce que nous avons. C'est le cadastre, les immeubles, les habitations, les terres agricoles, etc. D'accord? La loi sur le domaine national, toutes ces grandes questions sur l'usage de la terre, tant qu'on ne l'aura pas traité, on aura des problèmes. Et je ne dis pas qu'il faut changer la loi, il faut numériser ce qui existe. Et dire que ce lopin de terre-là, ça appartient à ce monsieur qui a telle identité.
Et s'il y a des taxes à payer, c'est à ce monsieur-là qu'on doit s'adresser. Et tout ce qu'on fait, on le fait sur la terre. Et donc la valeur se trouve sur cette terre-là, il faut tout numériser. On aurait pu continuer à en débattre. Après, le reste, c'est les institutions. Ben, les institutions vont utiliser cet existant-là pour pouvoir fonctionner. Je vous remercie. Je vois que l'exposé de M. Seck est particulièrement convaincant qu'on a besoin de l'intelligence actuelle pour progresser. Alors, je pose la question. Je ne sais pas si vous savez qu'au baccalauréat, 20% seulement des bacheliers sont des scientifiques. Alors, comment est-ce que nous pouvons nous approprier cette technologie si 80% sont des littéraires, les jeunes, d'une part. D'autre part, je pose la question, à quel niveau d'imitation est-ce que l'intelligence artificielle arrive par rapport au cerveau humain? Ensuite, dernière question, est-ce que les programmes permettent, les algorithmes permettent de transmettre la sensibilité? Parce que vous avez parlé du son, et vous avez parlé de la vision. Mais est-ce que sentir quelque chose est quelque chose qu'on peut mettre dans l'intelligence artificielle? Merci. Mais vous avez raison, tout ce qui est olfactif, d'accord, n'est pas pris en compte. Le toucher, oui, parce que les robots peuvent savoir c'est du papier ou c'est du fer. Le toucher est réglé. Hein? Mais disons, tout ce qui est olfactif n'est pas pris en compte. Mais ce qui n'est surtout pas pris en compte, hein, c'est l'émotion. L'émotion n'arrive pas encore à être numérisée. Mais j'ai dit également que tout ce qui relève de la planification, hein, la planification n'est pas encore aujourd'hui de leur domaine. Hein, voilà. Il y a encore de la place. Oui, professeur. Oui, dans les pratiques pédagogiques, bon, c'est une question très large, hein, parce que les pratiques pédagogiques, c'est quoi? C'est dans la conception des cours, est-ce que c'est dans la manière de délivrer les cours, c'est dans la gestion des curricula, etc. Est-ce que c'est les modalités d'enseignement dont on veut parler, etc. Ce que je peux dire très rapidement, sans être exhaustif, parce que la question me reste encore un peu floue, c'est que si on doit regarder ce qu'il faut apprendre, aujourd'hui, il faut d'abord savoir, il faut apprendre à utiliser ce qui existe. D'abord, rien que ça, utiliser les IA tels qu'ils existent. Soit par une bonne interaction, donc apprendre aux gens comment on interagit avec une IA pour obtenir des résultats. Juste, rien que ChatGPT, il y a une technique qu'on appelle, un domaine qu'on appelle le prompt engineering. Donc la façon d'apprendre comment on pose des questions à une IA. En particulier pour les développeurs, ceux qui sont des développeurs, qui ont déjà touché au développement, savent qu'aujourd'hui, on peut développer une application informatique complète. D'ailleurs, il y a un cours qui va se faire au Sénégal, je crois, en avril, sur le développement d'applications par le prompt engineering, où, d'ailleurs, sur Internet, ça existe, on peut voir des individus qui n'ont jamais programmé et qui, en 1 heure, 2 heures de temps, arrivent à délivrer un programme informatique parfait. Simplement parce qu'ils ont appris comment interagir avec la machine. Donc ça, ce n'est pas évident. Et donc ça, c'est de l'apprentissage. Ça, c'est sûr qu'il faut apprendre ça. La deuxième chose qu'il faut apprendre, mais ça, c'est un peu plus d'un certain niveau technique, c'est l'utilisation des API. C'est-à-dire comment on peut se connecter à une IA de façon automatique pour lui faire des tâches. À la limite, ce qu'on appelle, j'en ai pas parlé, hein, les agents. Les agents, c'est le fait de pouvoir faire un processus complet par une IA de façon automatique à partir d'une seule question jusqu'à ce que la réponse revienne. Donc c'est ça que je peux dire. Hein. Ouais, merci. Merci beaucoup. Alors, je vais donner la parole au président de l'Académie, peut-être pour remercier au nom de l'Académie le conférencier. Merci.
Je cherche mes mots pour vous exprimer notre gratitude la plus complète. Ça a été une présentation magistrale qui augure, je pense, d'un succès à terme au bout de ces 2 jours. Ce que je retiens et ce qui nous interpelle en tant qu'Académie, c'est la partie terminale de votre présentation relative aux enjeux, aux attentes et aux interpellations qui nous sont adressées, mais qui sont adressées à toute la communauté, à tout l'écosystème de la science et de la technologie de ce pays. Juste un point d'appui relatif à la nécessaire refondation de notre système éducatif. Avec l'outil de l'intelligence artificielle comme levier. Moi, je dirais, même au-delà de la porte d'entrée que vous avez indiquée, secondaire, moi, je dirais jusqu'au bas, même la maternelle. Mais il faut qu'on repense, il faut qu'on ait le courage et l'ambition de nous mettre à hauteur du monde qui marche à grands pas. Ce n'est pas avec le système éducatif qu'on a aujourd'hui, tel qu'il est, qui n'a pas changé depuis 1960, qu'on va y arriver si on n'a pas le courage de faire ce travail de réflexion, de remise en cause, d'ajustement, pour être à la hauteur pour utiliser ce qui existe déjà. Je ne parle même pas de ce qui est dans le pipeline. Vraiment, je crois que c'est une introduction qui ouvre énormément de points d'interrogation sur lesquels nous espérons que demain, on pourra avoir une série de recommandations, mais pas des recommandations classiques où on cite ce qu'il y a à faire. Mais c'est comment le faire. Comment le faire. On parle beaucoup, on se réunit toujours, on est très fort à mettre des idées sur la table, mais on n'avance pas plus loin. Et vous avez indiqué réellement beaucoup de choses que le pays doit faire dans son ensemble, dans laquelle l'Académie veut jouer son rôle. Parce que juste pour vous, pour votre gouverne, on a un rôle bien sûr de conseil, d'impulsion, d'accompagnement. Je pense qu'on peut dire des choses que d'autres ne peuvent pas dire là où il le faut. Merci beaucoup.